finalement, il y a une première question qui nous intéresse au premier chef, et que j'ai retenu, qui nous vient de la table là-bas. C'est finalement, l'écosystème grenoblois a-t-il une réelle spécificité au regard des autres métropoles? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de la métropole grenobloise? Peut-être pas de manière exhaustive de votre part, mais peut-être celle que vous retenez comme fondamentale. Est-ce qu'il y a des... Marie-Jo Dessala, peut-être. Je peux peut-être commencer. Cette spécificité, elle est historique. Hein. C'est ce rapprochement qui s'est fait très naturellement entre, dès le 19e siècle, entre des ingénieurs grenoblois et le monde de l'industrie. Le premier d'entre eux, Aristide Bergès, qui avait évidemment transformé la force de l'eau en énergie, et ça a été le départ de toute une histoire de l'industrie de notre territoire. C'est aussi le début d'un rapprochement, d'un partenariat extrêmement riche, extrêmement dynamique entre des industriels, des universitaires, des chercheurs, des écoles d'ingénieurs. Et c'est ce qui a très probablement contribué à faire que l'agglomération grenobloise, la métropole grenobloise maintenant, bénéficie d'une dynamique tout à fait particulière et qui a créé cet écosystème si particulier, qui fait que nous avons pu résister par la création d'emplois très diversifiés, avec des secteurs d'activités très diversifiés, même si on le verra par nos échanges, il y a eu des moments de crise, d'accélération du système, mais globalement, c'est un système qui nous a permis de résister à différentes crises. L'industrie, notamment, on y reviendra probablement tout à l'heure, a connu un moment difficile, mais néanmoins, nous restons toujours une zone d'activité où le taux de chômage résiste plus ici qu'en France. Hein, nous avons toujours été en deçà en termes de taux de chômage au regard du taux de chômage français. Donc c'est un écosystème qui s'est créé, je pense, grâce à ce partenariat très actif qui demeure encore aujourd'hui, qui demeure très vivement encore aujourd'hui, et c'est ce qui fait, je pense, la force de notre écosystème. C'est ce partenariat-là très très actif et très dynamique. Alors je ne sais pas si Moi, je voudrais juste compléter ce que tu viens de dire, Marie-Jo. De mon poste d'observation là, au pôle de compétitivité, en plus je fais ça depuis 4 ans, donc c'est pas si vieux, et en plus je suis amené à travailler sur toute la région, donc également à l'Europe, donc je vois d'autres écosystèmes. Ce qui est vraiment bluffant ici à Grenoble, c'est le côté effectivement, je trouve, coopération. Et du coup, en fait, il y a une capacité incroyable. Moi, je le vois sous l'angle de l'innovation, bien sûr, mais je pense que c'est vrai dans d'autres domaines. Il y a une grande capacité ici des gens sur le territoire à se faire confiance. Et c'est quand on se fait confiance qu'on est capable d'avancer ensemble. Et ça, c'est dans tous les écosystèmes d'innovation que je peux côtoyer, ça existe bien sûr, mais c'est quand même plus fort ici qu'ailleurs. Est-ce que c'est dû à effectivement peut-être cette antériorité, depuis très longtemps, les gens ont l'habitude de coopérer, la taille, on est la taille qui est pas très grande, somme toute, donc les gens se rencontrent très très souvent, et ça crée cette dynamique, je trouve, hein, très très frappante de confiance, voilà. Et donc ça permet d'aller très loin ensemble. Alors, une des caractéristiques, à mon avis, de la métropole grenobloise, hein, enfin, même en élargissant, c'est aussi sa diversité. Moi, je parle un peu de la vision industrielle, hein, mais on se rend pas compte en étant à Grenoble. Je pense qu'on est, je suis quasiment sûr, la ville de notre taille la plus riche au niveau de diversité. Je cite juste un exemple, mais on va de la microélectronique avec ST. Avec tout, après, on est sur tout ce qui est énergie. Énergie, on a Schneider, on a GE, donc Exa, Stom, Nerpic, etc. dans l'hydroélectricité. On a Air Liquide qui est un des leaders mondial de l'hydrogène. Ensuite, on a tout ce qui est chimie. Et la chimie grenobloise est une chimie que moi j'appellerais quasiment verte, hein, puisque c'est pas une chimie du pétrole, d'accord, c'est une chimie qui casse le sel. Donc c'est une chimie qui prend de l'électricité et hydraulique, puisqu'on est au milieu
du potentiel. On casse du sel qu'on prend dans les mines de sel d'à côté, et on vient faire des matières qui sont des matières plastiques, etc. Donc il n'y a aucune création de carbone dans ça. Si on continue, il y a Caterpillar qui est quand même, on a ici la plus grosse usine d'Europe de Caterpillar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé dernièrement sur ce sujet. Il y a une usine qui a fermé en Belgique. Il y en a une qui est restée à Grenoble. Et le choix a été fait par Caterpillar parce que à Grenoble, on avait des gens extrêmement investis qui se sont donnés de manière exceptionnelle pendant les dernières années et qui ont été extrêmement innovants. Si on continue, on a la sidérurgie vers l'Ivégavée, on a toute l'industrie du sport avec Rossignol qui fabrique des skis, avec Pomagalski qui fabrique des remontées mécaniques. Et je vais m'arrêter là parce que je vais vous parler de Becton Dickinson qui fabrique des seringues. C'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est extrêmement large. Et franchement, à la Chambre de commerce, on a fait un supplément industrie en disant on va présenter l'industrie, mais il n'y avait pas assez de pages. Et c'est ça que vous êtes effectivement en train de répondre à l'une des questions qui a été soulevée par l'une des tables, c'est qu'appelle-t-on l'industrie aujourd'hui dans la métropole grenobloise, hein. La question est formulée comme ça, et qu'appelle-t-on l'industrie? Ne devrait-on pas parler plutôt d'économie productive? Alors moi j'ai une vision sur le premier point de la question, qu'appelle-t-on l'industrie? Alors c'est deux choses différentes. Il y a l'économie productive. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'économies qui est productive et il y a assez peu de gens qui sont improductifs, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'industrie, pour moi, elle est caractérisée par une chose, c'est qu'on transforme ou on crée un objet. Et ça change beaucoup de choses, on va en discuter après. C'est-à-dire que dans les services, et il y a des services qui sont très productifs, on peut créer des logiciels, on peut créer des... et je répète, hein, un service qui est pas productif, c'est qu'on peut se poser la question de savoir si ça sert à quelque chose. Mais par contre, l'industrie, elle est caractérisée par le fait de transformer un objet. Et pour transformer un objet, il faut le transporter, il faut l'approvisionner, il faut venir physiquement, il faut être présent. Il faut de l'énergie, il faut de la force. Et on ne peut pas faire, et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, qu'il faut avoir en tête, on ne peut pas avoir une industrie sans impacter l'environnement, au sens large du terme. D'accord ? C'est-à-dire qu'une industrie sans flux, sans transport, sans modification des choses, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'en avoir une si on dit « je ne veux pas toucher à mon environnement », je ne veux faire aucun compromis sur quoi que ce soit, il n'y aura pas d'industrie. Et c'est ça qui est fondamental. On peut très bien imaginer un monde complètement numérique où les gens travaillent derrière l'ordinateur. Il faudrait peut-être fabriquer des ordinateurs quand même. Mais voilà. Et ce que je veux simplement passer là comme message, c'est qu'à un moment, on peut pas regarder les choses de manière prismatique. D'accord ? Il faut pas se dire, moi, je veux produire comme un fou, je m'en fiche de ce qui se passe derrière. Les bouchons, la pollution, etc., c'est pas mon problème. C'est une mauvaise politique. Se dire, moi, je ne veux absolument prendre aucun risque, je veux pas de pollution, je veux aucun risque, je veux travailler. On ne peut pas avoir d'industrie. Vous abordez la lecture des conditions finalement nécessaires à l'établissement de la production industrielle. Moi, je vais vous dire ma position. Ce qui a tué l'industrie dans les dernières années en France, c'est qu'on a regardé les choses avec un prisme qui est celui du zéro risque. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que la société n'acceptait plus le risque. Et une industrie sans risque, je répète, ça n'existe pas. Physiquement, ça ne peut pas exister. Et alors, bien entendu, il y a une grande différence entre, je répète, prendre des risques inconsidérés, tout mettre par terre, et puis prendre des risques mesurés, acceptables. Je répète, vous montez dans une cabine de téléphérique, il n'y a pas zéro risque. C'est pas possible. Vous montez dans une voiture, vous traversez la route, il n'y a pas zéro risque. Du coup, voilà. Pose peut-être de manière un peu anticipée, mais la question également de la relation entre l'industrie et l'aménagement du territoire. Alors, je rappelle qu'on est dans les débats du PLUI et effectivement, c'est une question qui se pose, qui a émergé déjà un peu autour de certaines tables. Je veux pas trop anticiper, je voudrais qu'on y vienne de manière spécifique. Voilà. Bon, en tout cas, pour synthétiser la réponse, la différence entre les services et l'industrie, c'est que l'industrie transforme, consomme, utilise, et elle a besoin de déplacements physiques, elle a besoin de compagnons, d'ouvriers, de cadres, de techniciens, et voilà. Et à un moment, c'est pas effectivement du virtuel. En fait, il y a deux dimensions dans la sphère productive. Il y a l'industrie
et il y a le tertiaire productif. Ce qui caractérise Grenoble, c'est d'une part le fait que sa sphère productive est surreprésentée, mais il y a une deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un poids et un stock d'emplois industriels très fort, et par contre, il y a une sorte de déficit du tertiaire productif. Or, ce qu'on constate en France, c'est qu'on continue à détruire de l'emploi industriel. On en a détruit à peu près 2,9 millions depuis 75, et que c'est en partie par les stratégies d'externalisation des entreprises compensées par du tertiaire productif. Donc à Grenoble, on a une sphère productive très importante, et au sein de cette sphère productive, on a un stock d'emplois industriels très important. Et ce qui fait que Grenoble, quand même, à part peut-être les 2 dernières années, a résisté mieux que l'Isère, qui a résisté mieux que Rhône-Alpes, qui a résisté mieux que la France. Donc je pense qu'il y a la puissance, au moins jusqu'à il y a 2 ans. Après, les chiffres, je les ai plus, mais... C'est moins évident. Ouais. Enfin, si on regarde la trajectoire des métropoles et des zones d'emploi, on s'aperçoit que Grenoble a une trajectoire relativement moyenne. C'est uniquement sur la question de la création d'emplois. Hein. Là, je parlais du maintien de l'emploi industriel. Ouais. Et finalement, est-ce que dans l'agglomération grenobloise, il y a des besoins spécifiques pour répondre à ces développements et cette implantation industrielle? La question est formulée ainsi: quels sont les besoins de l'industrie locale? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers par rapport à d'autres territoires, soit proches, soit au niveau national, voire même au niveau européen? Alors, ce sont les industriels qui devraient le dire. Quels sont les besoins pour un meilleur développement, une meilleure croissance de l'industrie? Néanmoins, de mon point de vue et du point de vue de la métropole, nous avons identifié plusieurs sujets, notamment parce que on est en contact régulier avec le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, et que à travers ces échanges et à travers les besoins exprimés, il nous semble qu'il y a au moins il y a plusieurs besoins et plusieurs attentes qui sont exprimées. D'abord, on attend à ce que les pouvoirs publics, la puissance publique et notamment la métropole qui aujourd'hui a la compétence développement économique, puissent venir en accompagnement et en soutien aux filières et notamment à la filière industrielle. Par différentes modalités, la métropole peut agir. Elle vient en soutien dans l'animation de réseaux, dans l'organisation de forums et de salons. Il y a de multiples actions possibles pour venir en soutien. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler, justement, on parlait tout à l'heure de partenariat et d'articulation entre les différents acteurs, mais je crois que ce qui est attendu, c'est ça aussi, c'est cette collaboration quotidienne, régulière entre les différents acteurs, entreprises, pouvoir public et donc la métropole. Ça paraît assez régulièrement dans les propos. On attend de la puissance publique et donc de l'État, de la région, de la métropole, à ce que ils puissent venir en accompagnement d'un développement ou d'un soutien à la filière. La deuxième chose qui apparaît très clairement, et qui est un vrai défi pour la métropole aussi, c'est d'aider à la création et au maintien de l'activité économique et donc des entreprises, faire en sorte que notre territoire soit le plus attractif possible et donc répondre aux besoins de l'entreprise qui veut s'installer dans la métropole, sur le territoire métropolitain, qui entend s'y développer, croître, et donc quelquefois est en demande d'espace pour le faire. Hein. Là, nous avons un vrai challenge à relever au niveau de la métropole, notamment de nos espaces économiques qui doivent s'adapter à cette demande-là. Et cette demande évolue parce qu'il y a plusieurs exigences maintenant qui s'imposent aux entreprises, notamment sur le plan de la gestion du personnel, parce qu'il faut que l'entreprise soit accessible, qu'on puisse y aller selon des mobilités douces, si possible, qu'on puisse y trouver dans ces lieux de quoi se restaurer, de quoi éventuellement faire des achats. Enfin bon, l'entreprise n'est plus complètement isolée du reste du monde et il y a une nécessité de l'introduire dans un ensemble d'activités et d'attentes. Donc les entreprises nous disent très très franchement, ce que nous aimerions, c'est que vous puissiez travailler sur les questions de mobilité, d'accessibilité, d'environnement à l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça?
ça. Il y a un troisième question qui revient régulièrement et qui nous interpelle aussi en tant que puissance publique. Je m'arrêterai là pour laisser la parole aux autres intervenants. C'est la question des compétences et du recrutement. Et notamment très curieusement dans le secteur industriel, où on pense que forcément il n'y a pas de perspective possible, il n'y a pas d'emploi possible. Or c'est une idée reçue qu'il va falloir remettre en cause de différentes façons. Il y a une capacité, un potentiel d'emploi important qui aujourd'hui ne sont pas forcément, ces emplois ne sont pas forcément pourvus, faute de candidature ou faute de compétences. Et là, vous témoignerez tout à l'heure, mais les entreprises que nous rencontrons, la plupart du temps, nous disent notre souci aujourd'hui, encore ce matin, lorsque nous avons inauguré le salon, le CPM à Grenoble, à Alpexpo, toutes les entreprises que nous avons contactées nous disent bon, on a un souci aujourd'hui, c'est qu'on a des emplois qui ne peuvent pas être pourvus parce que soit on n'a pas de candidature, soit on a des candidatures mais on n'a pas les compétences qui sont nécessaires. Et là, c'est un vrai défi pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, qu'on soit entreprise ou institution. Il faut qu'on ait un regard extrêmement attentif sur la question de la formation qui soit la plus adaptée aux attentes des entreprises. On a beaucoup de formations très généralistes qui correspondent pas forcément aux besoins des entreprises. Et là, nous avons un vrai défi à relever et la métropole entend jouer toute sa part. Peut-être, oui, Isabelle Guillaume. Alors peut-être je voulais reprendre les points qui étaient cités par Madame Sala, notamment le triptyque, l'adéquation entre positionnement administratif, positionnement de l'université, positionnement de la recherche, positionnement des entreprises, des choses sur lesquelles vous travaillez directement. Peut-être rebondir sur le premier point qui était présenté comme un des éléments fondateurs et puis animé par la métropole également. Alors, je terminerai par ça, mais je voulais juste rebondir sur le. Je suis désolé. Ah non, faites. Je voulais rebondir sur l'aspect compétences et recrutement. Juste un petit témoignage. On est en ce moment là, c'est l'assemblée générale du pôle demain, donc avant ça, on fait des sessions spécifiques par collège pour recueillir le feedback des différents adhérents de la communauté, de l'écosystème, et au collège entreprise qui avait lieu il y a 3 semaines, où il y avait une quarantaine à peu près de personnes, de chefs d'entreprise, donc forcément des entreprises qui sont plutôt liées au numérique, évidemment, compte tenu du sujet qui est le nôtre. En fait, ce qui est vraiment ressorti, c'est le problème principal, le caillou principal dans la chaussure. Je l'entends depuis 4 ans, mais là, ça devient dramatique. C'est la difficulté à recruter dans les filières. Et d'ailleurs, il y avait même un chef d'entreprise présent qui disait, parce que finalement, la dynamique économique va plutôt bien pour tout le monde, en fait. Et du coup, qui disait, quand ST et Grenoble vont bien, le reste ne va pas bien. Habituellement, on dit plutôt quand ST et Schneider vont pas bien, le territoire va pas bien. Enfin, là. Et quand il disait ça, c'est un chef d'entreprise, donc c'est une PME de la région. Il voulait dire par là que quelque part, eux aussi, ils ont besoin de recruter. Bon, quelqu'un d'autre faisait remarquer néanmoins que y a vraiment une dynamique en ce moment qui fait que en particulier les jeunes, sont en ce moment beaucoup plus attirés à aller travailler dans des startups et des PME que dans des grands groupes. Donc tout ça s'équilibre. Enfin, il y a un vrai, effectivement, besoin de croissance. On a beaucoup vous avez tous entendu, je pense, parler bien sûr de la French Tech. Il y a une démarche très importante ici, entre autres dans la métropole. Et du coup, il y a beaucoup d'initiatives de startups qui se créent. Ces startups, on les accompagne, elles arrivent au début, il y a 1-2 personnes. 1 an plus tard, il y a 10 personnes. 2 ans plus tard, il y a 20 personnes. Voilà. Donc, alors, bon, toutes ne vont pas réussir, toutes ne vont pas devenir des grandes PME, des ETI, certes, mais il y a vraiment une capacité de création de dynamique qui est extrêmement forte, en particulier dans ce domaine numérique qui, vous le savez, diffuse de partout. On parlait à l'instant de numérique et chaudronnerie, par exemple. Voilà. Peut-être Didier Locatelli sur cette question de la nature actuelle de l'emploi dans le bassin grenoblois et de son adéquation avec les besoins du monde économique, peut-être. Dans les attentes, bon, il y a tout ce qui a été développé. Je crois qu'il y a une dimension qui est importante, c'est les questions de connectivité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie, elle se joue pas de manière auto-centrée sur un bassin d'emploi ou sur un territoire. Elle se joue à une échelle nationale, européenne, mondiale. Donc la capacité à rentrer en relation avec l'extérieur, donc tous les enjeux liés à la connectivité, à la capacité à se déplacer, à être en contact avec l'extérieur, de mon point de vue, sont aussi des facteurs d'attractivité d'une métropole importante. Donc, je disais on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'emploi. Hein. On a aujourd'hui 78,8% de l'emploi en France qui est de l'emploi tertiaire, soit du tertiaire productif, soit du tertiaire résidentiel, soit du tertiaire public. Donc, et c'est pour ça que quand on parle de phénomène de métropolisation, on a une concentration de l'emploi effectivement dans les plus grandes métropoles. Mais cette question de la connectivité, c'est aujourd'hui une question majeure. Toutes les grandes villes qui réussissent sont des villes qui arrivent à se mettre en relation avec l'extérieur, à se mettre en relation avec les autres grandes métropoles. Je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit sur la formation. Enfin, c'est vraiment, je ne vais pas rajouter du sujet, mais nous, aujourd'hui, on a 30 ou 40 postes ouverts. Pour vous dire, on a créé la société il y a 10 ans, on était 5, aujourd'hui on est 150. On a du potentiel pour 30 personnes et on a vraiment du mal à trouver. Donc, et juste comme ça, un petit message, l'industrie, effectivement, c'est plus Zola aujourd'hui. Hein. C'est de l'automatisme, c'est du numérique, c'est vraiment, ça a complètement changé. Je reviens du salon de l'industrie à Paris là, et il y avait le CPM aujourd'hui. Enfin, c'est génial. C'est des métiers géniaux d'innovation, d'entrepreneuriat. Enfin voilà. Donc oui, moi, la question c'était qu'est-ce qu'il y avait comme besoin, et ça rejoint un peu ce que tu disais là. Je pense que la fluidité est fondamentale. Je pense que depuis la création, enfin depuis la naissance de l'homme, en passant par les Romains et tout ça, la fluidité a créé la richesse. Et je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Forcément, cette fluidité, il faut la maîtriser, il faut pas qu'elle soit stupide à faire 50 fois des allers-retours entre la Chine et la France avant de vendre un produit. Il faut pas qu'elle soit polluante, il faut qu'on trouve des solutions. Mais il faut bien être conscient que la fluidité crée la richesse et le manque de fluidité crée la pauvreté. C'est valable au sein de l'agglomération. D'accord. Moi, quand je vois qu'on a du mal à recruter des gens au sud grenoblois parce qu'ils habitent au nord de Grenoble ou dans le Grésivaudan, ça pose un vrai problème fondamental parce qu'effectivement, il y a des gens qu'on pourrait recruter, mais ils sont dans une boîte qui a fermé, je sais pas, à Crolles par exemple, et ben on peut pas les recruter à Champs-sur-Brac, c'est quand même embêtant. Et la relation, donc ça pour moi c'est vital, c'est même pas fondamental, c'est vital. Et je répète encore une fois, il faut pas être stupide, il faut pas faire des choses aberrantes, mais ne pas pouvoir circuler, c'est catastrophique pour une économie et pour l'industrie. Et puis il faut que l'agglomération soit reliée au reste du monde. Et aujourd'hui, on a des vrais problèmes d'accès. Hein, quand on voit, je cite juste l'exemple de ST à Crolles, mais pour faire venir un patron international ou même une équipe internationale sur Crolles, en venant de Lyon, c'est catastrophique. D'accord. Et ça pose des problèmes. Ou même en venant de Paris, le gars il atterrit à Paris, il prend le TGV jusqu'à Lyon, ça se passe super bien. Après, il prend 1h30 de Tortillard. Et après, de la gare, il lui faut encore 1 heure dans les bouchons pour arriver à Crolles. Donc voilà, je pense que cette fluidité, c'est là aussi impossible de créer de la richesse sans fluidité. Vous êtes finalement en train depuis l'intervention de Marie-Jo Dessala, de finalement répondre à une des questions qui a été soulevée par une table ronde, c'est quels sont les leviers d'un territoire pour favoriser l'implantation et le développement de l'industrie. Aussi bien dans votre intervention, la vôtre et ce que vous venez de présenter sur ces différents degrés, sans trahir vos propos, mais de connectivité nécessaire, aussi bien au niveau local que régional que national, voire international. Ces quatre échelons nécessitent des interconnectivités. Si l'une d'elles vient à manquer, ça pénalise l'emploi dans notre agglomération en particulier. J'avais compris une première question, j'allais rebondir sur une première question, mais si on finit sur peut-être la fluidité, etc., c'est vrai qu'il faut vraiment travailler dans le PLU, à mon avis, c'est fondamental, ça. C'est fondamental c'est bien, de dire les gens vont aller acheter à côté de chez eux. C'est bien pour la vie de quartier, pour la vie de village, et je pense qu'il faut favoriser tout ça. Maintenant, c'est vachement compliqué d'appliquer ce concept à un travail avec Lyon, avec Grenoble, avec Chambéry, etc., quoi, avec le monde entier. Faut arriver à équilibrer les deux. Faut pas être idéologique dans un sens comme dans l'autre. Et à mon avis, le PLU doit vraiment prendre en compte ces facteurs-là. J'allais rebondir sur la question, c'est pour ça que j'ai repris le micro. Un autre facteur
fondamentale de succès de l'industrie, c'est d'avoir des centres de décision ici. On se rend compte, hein, les entreprises qui n'ont plus de centre de décision, en 5-10 ans, ils disparaissent. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est quand on est géré par des tableaux Excel aux États-Unis ou ailleurs, c'est facile d'enlever la ligne Grenoble. Quand on a des patrons, des décisionnaires qui habitent ici, qui sont ancrés dans le territoire, qui ont leurs enfants à Grenoble, qui connaissent les gens, qu'on a impliqués, qu'on a amené dans un rêve de territoire, c'est exactement ce qui s'est passé sur Caterpillar. Quand l'Américain doit choisir entre deux sites, et qu'il y a un gars comme Laurent Ranaz qui est depuis 30 ans ici, qui connaît par cœur tout le monde, et ben il va se battre et il va garder le sujet. Quand on a, je te cache, des gens comme G, où le patron est à Paris, que ici il y a quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour sauver le monde, mais qui a aucun pouvoir décisionnel, et ben c'est simple. J'enlève la ligne, c'est fini. Donc à mon avis, pour une métropole, c'est fondamental de garder les centres de décision. Ça veut dire être attractif pour les cadres aussi, pour être accessible depuis l'étranger, pouvoir faire des zones des conférences internationales, etc. Moi, je voulais justement compléter sur l'attractivité, donc ça rebondit bien, qui était une des questions du coup, et le lien aussi avec un des facteurs d'attractivité, c'est et ça marche aussi pour les grands groupes d'ailleurs, c'est la capacité, mais pour les grands groupes qui n'ont plus leur centre de décision. En fait, une des raisons qui à un moment donné pour leur faire maintenir un établissement à un endroit, c'est la capacité en fait de se rendre compte de la richesse de l'écosystème qui est autour de l'usine ou de l'implantation locale en fait. Et nous on le voit assez souvent avec justement tu citais Caterpillar, mais j'ai des souvenirs avec Becton Dickinson par exemple, où pareil chaque année, bon c'est pas chaque année, mais de temps en temps il peut y avoir des remises en question vues du comité exécutif qui est là-bas quelque part aux États-Unis. Et j'ai souvenir en fait d'une opération où en étant capable à un moment donné, quand il y a les grands patrons qui viennent de mobiliser l'écosystème pour pouvoir montrer alors la capacité d'innovation, le machin, le etc. Par exemple, voilà, on avait plutôt montré l'innovation et les universités et la capacité et comment pouvoir enrichir en fait les offres de Becton Dickinson ici localement que la Chartreuse, mais les deux fonctionnent. Et ben ça joue beaucoup. Donc pour le maintien aussi de l'industrie, même pour les entreprises dont les centres de décision ont quitté. Et bien sûr, je suis complètement d'accord avec la remarque d'Olivier. Les entreprises avec les centres de décision locales, ça permet de créer, les PME et les ETI d'ailleurs. On aime bien les ETI dans le pôle par exemple parce que les ETI c'est à la fois la taille d'un grand groupe quelque part. Les ETI, vous pouvez préciser. Les entreprises de taille intermédiaire. À Raymond par exemple, au hasard pour ne pas le nommer. Donc c'est des entreprises qui ont plus de 250 personnes, donc c'est déjà voilà, on n'est plus PME, mais pour autant on n'est pas encore grand groupe. Et donc en général, ces entreprises de taille intermédiaire ont souvent la caractéristique d'avoir encore un centre de décision local, tout en ayant la puissance, on va dire, de la capacité d'embarquer en termes d'écosystème, de start-up, de PME, d'être passeur de commandes en fait pour l'écosystème tel qu'un grand groupe. Voilà. Finalement, vous répondez aussi. Alors c'est le débat inversé qui s'inverse, que je reboucle avec les questions qui ont été soulevées par certaines tables rondes. Finalement, quelle est la proportion d'emplois, mais finalement la dynamique économique qui dépendent de centres de décision étrangers ou lointains peut-être dans la question. C'est vous venez de répondre autour de cette question et cette problématique l'un et l'autre. Hein. Alors moi je sais pas si c'est pas sur les chiffres. Mais... Sur les chiffres, ce qu'on voit, c'est que c'est un des phénomènes de la métropolisation, c'est qu'il y a on a des centres de décision qui quittent les territoires et qui se concentrent dans 4 grandes villes. Si on prend les sièges sociaux des entreprises de plus de 500 salariés, il y en a 1100 à Paris. Ensuite, la deuxième ville, c'est Lyon, 100, 1100, 100, et ensuite c'est le désert. Donc effectivement, on est dans un processus où les centres de décision ont tendance à quitter les territoires. Moi, je voulais revenir sur la question de l'attractivité parce que je pense que c'est essentiel, notamment par rapport à la capacité à trouver des gens qui répondent aux offres d'emploi. En économie, on se pose toujours la question, est-ce que c'est les emplois qui suivent les gens ou est-ce que c'est les gens qui suivent les emplois? On s'aperçoit aujourd'hui que c'est les deux et que les personnes les plus qualifiées, celles qui ont le plus d'opportunités professionnelles, elles choisissent d'abord un endroit pour ses aménités et pour son attractivité et de toute façon elles sont sûres de trouver du boulot. Donc la question du développement économique, il se résume pas aux entreprises, il se résume aussi à un environnement mais aussi à l'attractivité d'un territoire.
Juste un petit témoignage, hein, je pense que nous on a beaucoup de mal à recruter dans la chaudronnerie, etc. Le fait d'être à Grenoble, ça aide énormément. C'est incroyable. Le gars, il est, je sais pas, il vient. Moi, j'ai recruté des gens du Nord, de Normandie et autres. Et le fait de venir à Grenoble, que leur famille vienne à Grenoble, etc. C'est quand même génial, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention au Grenoble bashing et aux problématiques d'image et d'insécurité, etc. Parce que il faut pas que ça change, quoi. On a une ville géniale, on a une région magnifique, et il faut continuer à prôner sa génialitude, je sais pas comment on dit. Je voulais à ce moment-là du débat faire le lien finalement avec la capacité du territoire et la capacité physique, la capacité en termes d'aménagement à continuer à accueillir la présence de systèmes de production, industrie, économie. On abordait tout à l'heure un peu la question des centres de décision, des sièges sociaux. Il y a la question de la mutation de l'industrie, de la capacité. Et il y a quelques questions qui ont tourné autour finalement, est-ce que Grenoble a dit simplement encore assez de place pour accueillir Grenoble métropole, hein, bien évidemment, en son sein, cette industrie telle que vous la présentez, ou peut-être celle qui est amenée à se développer. Finalement, est-ce que la densité de la ville permet encore ces installations? Est-ce que la question des réserves foncières permet encore l'installation des industries que vous venez de décrire? Oui, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pour la métropole en tout cas, puisqu'elle est en charge, elle a la compétence justement de la gestion, du suivi des zones d'activité économique. C'était un véritable défi. Nous sommes en train de travailler justement sur un schéma directeur des espaces économiques. Nous le faisons évidemment en lien avec les communes qui sont concernées, avec les entreprises, les grands groupes, les petites et moyennes entreprises. On fait ça de façon la plus concertée possible, mais ce schéma directeur des zones d'activité économique, des espaces économiques, c'est un vrai challenge parce que d'une part, effectivement, vous avez raison, on est sur un territoire extrêmement contraint. On a de très belles montagnes qui sont très proches et qui nous privent évidemment, c'est le côté le plus négatif, mais qui nous privent d'espace finalement. On a très peu d'espace. Qui plus est, on est souvent contraint par les zones inondables où on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que l'espace est rare. L'espace est rare et justement c'est une des questions que pose le PLUI, c'est-à-dire l'équilibre de l'utilisation de ces espaces entre les espaces économiques et puis les autres espaces consacrés à l'habitat, aux zones au commerce, à l'artisanat. Bon, même ça c'est pas de l'industrie pure, mais bon. On travaille donc sur ce schéma de façon aussi à équilibrer sur le plan territorial ces zones d'activité. Il ne s'agit pas de concentrer sur une même zone l'ensemble des activités économiques, ça n'aurait pas de sens, mais bien d'équilibrer sur l'ensemble du territoire et faire en sorte d'équilibrer aussi les activités sur ces territoires. Je veux dire par là que certaines communes nous disent bon, nous on veut bien faire un effort sur certaines activités qui peuvent produire un certain nombre de nuisances, ça peut arriver. Nous prenons évidemment, nous sommes solidaires, nous voulons évidemment accueillir des entreprises qui sont susceptibles de produire quelques nuisances, mais on ne veut pas accueillir toutes les entreprises qui produisent des nuisances. On a besoin d'équilibre dans tout ça. Donc, on est aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce schéma directeur en prenant en compte l'ensemble de ces problématiques. Et l'idée, c'est évidemment déjà de sauvegarder et de préserver ces zones d'activité qui ont été entérinées comme telles déjà. Hein. Donc, le premier souci, c'est celui-là. C'est déjà bien préserver ces zones d'activité qui sont essentielles et qui nous permettront d'accueillir de nouvelles entreprises si elles souhaitent s'installer sur le territoire. Et c'est en prévision de cela que l'on
tente de mieux équilibrer ces zones d'activité économique, de travailler de façon à ce que la densité soit la plus importante possible. On n'a pas tellement le choix. Voilà, donc c'est un vrai challenge. Hein. On n'a pas effectivement beaucoup de marge de manœuvre, on en a, mais encore faut-il bien travailler ces équilibres-là, accueillir à la fois toutes sortes d'activités, mais aussi de l'industrie. Hein. Ça, c'est très important, parce que on est encore peut-être sur des schémas anciens qui consistent à dire, c'est vrai pour les candidats à l'emploi, mais c'est vrai aussi pour les communes, les habitants, les habitantes. Les industries, ça répond à une image qui est encore l'industrie qui est forcément très qui amène beaucoup de nuisances, et donc on ne tient pas vraiment à ce que ces entreprises soient proches de chez nous. Or, encore une fois, il faut veiller à aller contre ces idées reçues, retravailler sur l'image, et je pense que l'industrie, les entrepreneurs et les fédérations d'industriels veillent justement à porter la communication là-dessus, c'est-à-dire comment de transformer cette image, travailler sur cette image qui, évidemment, correspond davantage à la réalité, c'est-à-dire l'industrie aujourd'hui n'est plus, comme vous le disiez tout à l'heure, l'époque de Zola où ce sont des usines qui produisent énormément de pollution. Il y en a encore, c'est certain, mais ce que je remarque, c'est que les industriels sont aussi très préoccupés, soucieux de produire beaucoup plus proprement et de respecter l'environnement dans lequel ces entreprises s'installent. Et je pense que le temps fera que elles deviendront de plus en plus propres et par conséquent de plus en plus compatibles avec l'habitat et les zones résidentielles. Voilà. Vous venez en partie de répondre à l'une des questions, mais je la retrouve plus là. Mais c'était finalement sur est-ce que le modèle un peu ancien de l'industrie lourde qu'on a connu à Grenoble est-il toujours acceptable et a-t-il muté et travaillé sur cette question d'acceptabilité? Vous venez d'évoquer cette question, mais je voudrais revenir sur finalement une question assez directe et très très liée à l'aménagement futur de notre territoire, sur lesquels je pense que vous allez pouvoir répondre peut-être de manière courte et synthétique tous les cas, parce que le temps commence à se faire à avancer un peu. C'est finalement, doit-on spécialiser les zones d'activité? Vous industriel, Madame Guillaume sur toute cette animation d'un développement de réseau, Madame Salah la métropole, sur les questions d'emploi, Monsieur Okaitili de mobilité, d'accessibilité aux espaces qui offrent du travail. Finalement, comment est-ce qu'on doit organiser la présence de ce tissu industriel sur le bassin grenoblois? Voilà, la question, c'est bien, doit-on spécialiser les zones d'activité? Alors, la réponse rejoint ce qui était juste avant. Hein. C'est vrai que en termes de zones industrielles, etc., ça commence à être un peu limité. Après, il y a encore pas mal d'endroits où il reste des zones qui pourraient être industrialisées, notamment dans le sud grenoblois. Autant, par contre, il faut quand même pouvoir y accéder, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de moyens et autres, même s'il y a une belle zone industrielle qui est en construction. La réponse, pour moi, elle est... Alors déjà, je pense que il faut quand même garder des zones résidentielles et des zones industrielles, parce que j'ai beau adorer l'industrie, bon, à un moment, c'est quand même une zone industrielle, quoi. Si on peut éviter d'habiter au mieux, c'est quand même le mieux. Donc je pense que déjà avoir quand même des zones bien typées, résidentielles, vie, commerce, et des zones industrielles, autant qu'on peut séparer, c'est quand même, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Ensuite, oui, je pense qu'il faut typer les zones industrielles par type d'activité. Autant qu'on peut, c'est pareil, c'est pas la métro qui va décider de tout. Mais enfin, moi, je prends dans notre métier, on travaille pas tout seul. C'est-à-dire qu'on travaille pour des clients, on travaille avec des sous-traitants, avec des partenaires. Et dans le milieu du métal, c'est ce qu'on essaye de viser hein, sur la zone sud de l'ancienne usine Polymérie. C'est vraiment d'avoir un écosystème idéal avec tout ça. C'est sûr que avoir au même endroit des automaticiens, des métalliers, des peintres, etc. C'est exceptionnel pour un écosystème. La zone de crawl avec Soitec, ST et puis tout l'écosystème qui va autour, c'est génial. La zone de Pont-Clé qui est plutôt chimie et tous les sous-traitants de la chimie, c'est pareil, c'est très bien fait.
Maintenant, il faut aller dans ce sens-là. De là à le gérer complètement, c'est compliqué. Madame Guillaume, peut-être sur cette question, est-ce que s'il est nécessaire d'être proche pour travailler ensemble finalement? Moi, forcément, il y a des industries qui ont besoin de un peu d'être spécialisées. Tu as cité la microélectronique, la chimie, bien sûr. Mais sinon, pour le reste, moi, je trouve que ça peut être assez vertueux que ce soit pas trop spécialisé, en fait. Parce que là, tu citais un automaticien, par exemple. Un automaticien, il va travailler pour une chaudronnerie, il va travailler demain pour une entreprise qui est un sous-traitant de l'automobile, enfin, que sais-je. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que, sauf des cas particuliers. Je crois que, encore une fois, microélectronique et chimie sont peut-être bien deux exemples où on comprend qu'il y a des infrastructures vraiment particulières. Pour le reste, le fait de mixer, j'aurais plutôt eu tendance à répondre que, comme toujours, hein, la diversité crée l'échange, peut-être, mais voilà. Bon, voilà. Oui, je partage le point de vue d'Isabelle. S'il faut spécialiser, oui, mais pas trop quand même. Ça dépend des circonstances, des besoins, et puis aussi de l'existant, hein, parce qu'il faut aussi faire avec l'existant. Je pense que la mixité peut être vertueuse, effectivement. Et c'est aussi la demande des communes, hein, qui sont aussi des actrices dans ce schéma-là, qui souhaitent accueillir une plus grande diversité d'activités pour tout un tas de raisons. Donc il faut trouver le bon équilibre, encore une fois, dans tout ça. Et puis c'est vrai que on a de moins en moins la possibilité d'isoler, de transférer certaines activités industrielles en périphérie, parce que les communes et les communes commencent à s'étaler d'une certaine manière, et ça rend évidemment les périphéries de plus en plus restreintes. Donc il y a forcément une cohabitation qui est souvent je dirais naturelle, qui s'établit notamment sur notre territoire. Mais je suis plutôt favorable à une mixité dans la mesure du possible, dans la mesure de l'existant aussi, hein. Et peut-être ce qui m'intéresserait, on parle beaucoup des acteurs de l'économie, de ceux qui l'organisent, mais il y a également ceux qui y travaillent et qui doivent se rendre au travail tous les jours, et la question de la localisation de l'emploi à l'échelle de la métropole grenobloise pose déjà certaines questions. Est-ce qu'il y a des caractéristiques par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des attentes particulières de la part des travailleurs et des travailleuses sur ces questions? Comment est-ce que ça se joue sur cette dimension-là? L'adéquation entre, si on parlait tout à l'heure, vous évoquiez l'inadéquation parfois entre les besoins et les emplois, la question de la formation. Finalement, est-ce que la mobilité, la localisation, je sais pas si je suis très clair, mais si je suis suffisamment clair, bon, tant mieux. Par rapport à ça, il y a aussi une dimension qui est liée à l'habitat et au coût très important du logement. On parle d'un emploi et on parle d'une personne qui occupe cet emploi. Mais on oublie qu'en fait, en France, on a 71% des couples, c'est des biactifs. Donc, c'est-à-dire des couples dans lesquels l'homme et la femme travaillent. On a aussi une autre dimension importante, c'est la mobilité professionnelle. On a des gens qui changent de plus en plus d'emplois rapidement. Et le taux, enfin, on a 43% des chefs de famille du privé qui changent d'emploi chaque année, quasiment 1 sur 2. Donc la capacité à trouver 2 emplois à proximité du même domicile, donc un marché de l'habitat tendu, c'est un frein pour arriver à pouvoir des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut que la personne va prendre l'emploi, mais il faut aussi que son conjoint puisse trouver de l'emploi dans la zone. Donc la question de l'habitat, elle est aussi, à mon avis, extrêmement centrale, et du coût de l'habitat, c'est extrêmement central. Sur ce sujet, alors j'ai pas de solution, c'est juste un témoignage, hein. Mais il y a beaucoup d'entreprises que je connais, et nous on en fait partie, hein, en périphérie de la métro, dont le bassin de recrutement est en extérieur de la métro. Nous on est à Champs-sur-Drac, on a autant de personnes quasiment qui viennent de Grenoble que de personnes qui viennent de Namur, Saint-Georges-de-Comy, etc. Pour une raison simple, c'est que c'est à peu près 2 fois moins cher d'un côté que de l'autre. Et par contre, ça pose un problème justement pour les couples qui ont 2 boulots. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent le gars qui bosse, par exemple, chez nous, mais dont la femme travaille à Crolles. C'est assez problématique. Et pareil, hein, sur la partie nord, Sassenage, etc. Il y en a beaucoup qui s'installent plutôt sur le pays warandais.
Donc c'est une vraie problématique. C'est pour ça qu'on voit qu'on a des ménages qui ont tendance à changer leur stratégie résidentielle. Avant, on venait à proximité immédiate de l'emploi. Aujourd'hui, on a des couples qui choisissent des lieux qui leur donnent accès à plusieurs gisements d'emploi. J'habite à un endroit, mais je vais travailler à Lyon et mon conjoint ou ma conjointe va travailler à Grenoble. Et donc ça veut dire quoi? Il faut de la connectivité, la fluidité, il faut des services et il faut aussi des aménités. Et plus il y a une vraie ségrégation par rapport à l'emploi. La distance domicile-travail, c'est 30 km. Mais c'est 17 pour les cadres et c'est 45 pour les ouvriers. Donc voilà, c'est la question du coût du logement, elle est quand même essentielle. Oui, moi j'entends peut-être autre chose, c'est que on parle beaucoup de télétravail hein, et de flexibilité en fait au travail, plutôt peut-être de télétravail. Et c'est vrai que moi je vois, enfin il y a un ensemble d'emplois pour lesquels c'est extrêmement facile de le faire. Par exemple, nous pôle de compétitivité, on pratique beaucoup ça parce qu'en fait voilà, on n'a pas besoin d'une structure compliquée, voilà. Mais il y a effectivement plein de métiers dans l'industrie pour lesquels c'est plus difficile. Donc du coup, le point qui est levé en ce moment qui vient d'être levé là est vraiment critique. Du coup, et d'où la question de pour être très clair, de la fluidité de circulation, quoi. Donc, et donc effectivement, on dit oui, voilà, essayons les modes de déplacement doux, très bien, mais faut qu'il y en ait, quoi. Voilà, si je puis me permettre. Sur les déplacements, il y a quand même un truc qui est important, c'est qu'il faut pas oublier. Hein, imaginons qu'on repense un projet de route, sans aller dans le détail. Il faut pas oublier que on va décider aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans. La réalisation sera dans 10 ans. Il faut bien voir que dans 10 ans, je mets la main à couper, allez, je la mets ce soir, dans 10 ans, les voitures n'émettront plus de carbone en local. C'est à peu près certain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la problématique, c'est pas une problématique de pollution locale, etc., puisqu'en fait, on construit des installations qui seront efficaces dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Par contre, je pense que au XXIe siècle, avoir encore des gens qui passent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure tous les jours dans leur bagnole, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve des solutions intelligentes, quoi. Alors, oui, juste pour peut-être conclure, mais sur ce sujet en tout cas, c'est pourquoi cet exercice si compliqué du PLUI pour les élus, pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui travaillent sur ce sujet depuis quelques temps maintenant, l'enjeu c'est quoi? C'est évidemment de rendre la qualité de vie la plus grande possible à tous et à toutes. Hein. C'est faire en sorte qu'on vive bien sur un territoire, qu'on puisse y travailler, qu'on puisse y vivre, qu'on puisse élever les enfants dans des conditions agréables, qu'on puisse profiter de notre environnement. Ce qui fait que les défis sont le défi qui est le nôtre, c'est de bien articuler l'ensemble des politiques publiques qui font que on travaille sur la question des déplacements, on travaille sur la question de l'habitat et du logement, on travaille sur la question de l'éducation alors c'est pas le rôle de la métropole, mais c'est le rôle des communes essentiellement. C'est la question de la proximité des écoles, c'est la garde des enfants, c'est les crèches, c'est un ensemble de politiques publiques qui doit être cet ensemble doit être le plus cohérent possible et aller vers un même objectif, celui évidemment de faciliter la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et de rendre, et cette qualité de vie-là, elle passe forcément par cette question, effectivement, de l'emploi, parce que c'est ce qui est déterminant pour toutes les familles, et c'est la question de la proximité, du déplacement. Ça, c'est essentiel. Et donc, développer des transports en commun qui soient adaptés aux besoins, ça aussi, c'est essentiel. Et cette cohérence de politique publique, elle est vraiment travaillée avec l'ensemble des élus depuis déjà plusieurs mois, grâce aussi au travail extrêmement dense et de qualité qui est fourni par les services de la métropole. C'est notre souci le plus grand, hein, c'est de faire en sorte que il y a une cohérence d'ensemble pour un objectif qui soit la qualité de vie dans cet environnement qui est évidemment magnifique. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a une question qui est écrite comme telle. Quelle est la contribution potentielle de l'industrie à la transition du
territoire, de ses habitants et de la société civile. Et finalement, vous venez là de mettre le doigt, une question très ouverte, très générale, peut-être très complexe à répondre, mais vous venez là de pointer finalement la combinaison vertueuse qui doit exister finalement entre le développement industriel et économique et le développement du territoire, et que l'un ne peut pas se faire sans l'autre ou au détriment de l'autre ou s'appuyant sur l'autre. C'est-à-dire qu'il faut savamment naviguer entre ces deux éléments. Vous évoquiez tout à l'heure la qualité environnementale du bassin grenoblois paysager qui est attractif, la nécessité d'avoir en local des centres de décision, donc d'avoir ce rapport au territoire positif, et puis d'être en mesure d'organiser l'implantation de ce tissu industriel et économique sur le si je comprends bien la question, c'est aussi qu'est-ce que l'industrie peut apporter pour faire évoluer le territoire. Et je pense qu'on a une chance énorme à Grenoble, c'est que on est on recoupe une densité de compétences autour de l'énergie propre et des smart grids qui est exceptionnelle. Et il y a eu un projet qui a été porté par Schneider et autres là, autour de l'IMT, de justement essayer de créer un quartier, on va dire, optimisé en termes d'énergie. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire ensemble si on arrive à mettre les gens autour de la table. Je sais pas, imaginons les véhicules hydrogène du futur. Ça peut être le rôle, et ça serait génial en termes d'image internationale, le rôle de la métro, de porter des projets comme ça, de faire que, je sais pas, les véhicules métropolitains travaillent comme ça. Enfin, je pense qu'on peut imaginer plein de choses de collaboration. Faut voir qu'on est, je pense, une des villes, un des écosystèmes les plus en avance sur l'énergie propre, l'énergie du futur, en hydroélectricité, en hydrogène, et en photovoltaïque avec Photowatt qui est pas si loin, avec EDF qui a quand même des centres de recherche dans le coin, avec Schneider avec ses smart grids et les optimisations des fluides qui est génial. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, et je reparlais de la chimie tout à l'heure. Il faut bien voir que la plateforme chimique de Pont-Clé émet un déchet qui est de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tout ici pour faire quelque chose d'exceptionnel et être un laboratoire pour amener des solutions au territoire à terme et faire vraiment de Grenoble une ville exemple pour le reste du monde, quoi. Monsieur Lucatelli. Moi, il me semble que ce que l'industrie en partie peut amener au territoire, c'est d'aider à maintenir un équilibre social. L'industrie offre une palette d'emplois qui est beaucoup plus large en termes de compétences que la société tertiaire, qui est assez excluante. Donc le fait d'avoir un tissu industriel important, c'est aussi le gage d'avoir un équilibre social dans le territoire important. Même si le bémol que je mets, c'est qu'effectivement une partie de la sphère productive aujourd'hui devient du tertiaire productif. Mais c'est important pour l'équilibre social d'un territoire de garder l'industrie. Je vais rebondir, désolé, je parle beaucoup, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a quelque chose de fondamental aussi, c'est que l'industrie, c'est un escalier social. Je dis pas ascenseur parce qu'il faut marcher un peu quand même, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut rentrer cariste ou monteur au SMIC intérimaire chez Caterpillar et finir agent de maîtrise. On peut même pas finir, être agent de maîtrise au bout de 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire que dans l'industrie, la formation est importante, c'est sûr, mais l'état d'esprit, le savoir-être est aussi fondamental. Et peut-être plus que dans des métiers beaucoup plus complexes, beaucoup plus où la formation est beaucoup plus discriminante. Et moi je vois, j'ai des gars qui sont rentrés chez moi. J'ai un gars, je le cite souvent, il est rentré chez moi en tant qu'apprenti. Il s'était planté dans sa formation de charpentier. Il est rentré apprenti chaudronnier et aujourd'hui il est devenu, en 10 ans même pas, il est devenu préparateur chaudronnerie et il a multiplié par 2,5 son salaire. Enfin, et le gars il est parce qu'il a envie, parce qu'il est bon. Et je pense que c'est vraiment un ascenseur social. Alors du coup il y a une question qui m'embête depuis un moment dans le débat que j'ai ici, que je ne sais pas quand la poser. C'est cette fameuse question posée par deux tables sur finalement l'articulation entre économie présentielle et économie productive. Est-ce qu'elle rentre maintenant dans le débat, cette question, selon vous? Il faut expliquer un peu la question. Voilà, j'ai un peu du mal parce que je ne la maîtrise pas du tout. Je joue franc jeu avec vous. Présentiel, c'est l'économie qui est liée à la présence d'individus sur un territoire. Que ce soit des individus qui sont là de manière permanente, les habitants, ou que ce sont des individus qui sont là de manière ponctuelle, les touristes.
Donc, on va avoir dans le présentiel les services à la personne, tous les services sociaux, tout le commerce, toute cette partie-là. Et l'autre activité, enfin, la deuxième sphère, c'est la sphère productive, dans laquelle on va mettre l'industrie et le service aux entreprises, le tertiaire productif. Et puis la troisième sphère, c'est la sphère publique. Et le tourisme est présentiel ou productif? Présentiel. Dans le productif, on va mettre l'agriculture, l'industrie et le tertiaire productif. J'ai entendu une table qui me dit il faut absolument que Didier Locatelli intervienne là-dessus et nous explique en quelque sorte. Donc, comme j'entendais un peu parler de nature, de différentes typologies et puis des bénéfices que pouvaient apporter certaines formes d'industrie ou d'économie particulière, je me suis dit que c'était certainement le bon moment. Peut-être que ça arrive. Une illustration, Grenoble a créé 55 000 emplois depuis 1975. Sur les 55 000 emplois, elle a créé 2500 emplois. Enfin, le solde des emplois productifs, c'est 2500. Tout le reste, c'est du présentiel. Donc, on est au départ dans une logique où on pense que c'est le productif qui entraîne le présentiel. Ça peut exister. C'est le cas de Toulouse, c'est le cas de Montpellier aussi. Toulouse a créé 90 000 emplois productifs. Montpellier en a créé 40 000. Et puis, il y a un autre modèle qui est construit que sur le présentiel. Ça peut être le cas de Lyon. Lyon a créé 125 000 emplois, 9 000 emplois productifs. Que du présentiel. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément d'opposer les sphères, c'est de montrer que une métropole fonctionne sur le foisonnement des activités. Ce qui est important, c'est de tout avoir. Il y a très peu de métropoles qui fonctionnent sur une ultra spécialisation. Il y en a même quasiment pas. Donc, les métropoles fonctionnent sur le foisonnement des activités. On n'a aucune métropole à l'échelle mondiale ou à l'échelle nationale qui ne fonctionne sans un secteur touristique fort. Voilà. Donc il faut pas opposer les sphères, mais il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, dans le productif, il y a une autre dimension qui est importante. On n'en a pas parlé, c'est la question de la robotisation et des gains de productivité. L'industrie française, la production industrielle française a été multipliée par 2 entre 1995 et 2015. Le nombre d'heures travaillées dans cette période, dans l'industrie, divisé par 2. Donc, si on se place sur le strict plan de l'emploi, ce qui peut intéresser un territoire, c'est important, mais ça ne va pas forcément suffire. Donc, il faut travailler sur l'ensemble des leviers. En fait. Je rebondis sur le Made in France, là, parce qu'on est en plein dedans. Je trouve que, alors, ce que j'allais dire avant que tu parles de robotisation, c'est qu'il y a aussi un sujet un peu philosophique. C'est-à-dire que, si je comprends bien la différence entre présentiel et productif, on a tous besoin d'objets produits. Et à un moment, ça fait quand même des années que maintenant qu'on travaille, enfin qu'on vit grâce à nos esclaves de l'autre bout du monde, qui travaillent pour beaucoup moins cher que nous. Alors, on peut considérer que c'est normal, mais ça ne pourra pas durer des années. Donc à un moment, il faut quand même qu'on conserve ce productif ou cette capacité à l'être, parce qu'à un moment, on ne pourra plus faire bosser les autres pour nous. Alors après, sur l'industrie française, moi, j'ai une autre société qui s'appelle G-Tech, donc on fait des bâtons de marche de randonnée à Fontaine, sur la marque Guidetti. Et on se pose une vraie problématique là-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est venu de l'artisanat. Donc l'artisanat en France, ça marche bien, mais par contre, on fait pas de marge et les produits sont chers, etc. Et ensuite, il y a 2 manières d'industrialiser qui existaient jusqu'à maintenant. La première, c'est de fabriquer en France en faisant des investissements lourds, et en produisant en grosse masse. La deuxième, c'est de dire, je vais faire la même chose, mais en Chine, par des petits Chinois, etc. Et c'était compliqué. Il n'y a pas les moyens pour l'instant de faire des petites séries en local et en étant efficace. Mais ça change, je vais en parler juste après. Je prends un exemple. Je prends 2 bâtons de marche. D'accord ? On sort un bâton de marche bleu, un bâton de marche rouge. La seule chose que je sais, c'est que je sais pas combien je vais en vendre. Donc j'estime en vendre 10 000 de l'un, 10 000 de l'autre. D'accord ? Mais sauf que je vais les vendre dans 6 mois ou dans 1 an. Si je fabrique, comme c'est le cas de la plupart des grands producteurs aujourd'hui en Chine, je vais en acheter 10 000 bleus, 10 000 rouges. Et puis, je sais que je vais pas vendre ça, donc finalement, je vais en vendre 5 000 de l'un et 15 000 de l'autre. Donc les 15 000 rouges, je vais pas les vendre puisque je les ai pas, donc je vais en vendre que 10 000. Et les 5 000 bleus, je vais en vendre 5 000, mais il va m'en rester 5 000 sur les bras. Donc qui sont pas bonnes pour moi, et en plus, ils sont pas bonnes pour le marché parce que je vais les brader, je vais les mettre sur le terrain pour rien du tout. Et aujourd'hui, on a une nouvelle manière de voir les choses et de voir l'industrie, c'est-à-dire que grâce aux robots collaboratifs, grâce aux nouvelles technologies, on est capable d'industrialiser de la petite série. C'est-à-dire de faire de manière beaucoup plus efficace, et en étant quasiment compétitif avec les pays low cost, des petites séries
de proximité, adapté au marché, etc. Et je pense que le Made in France pourra pas se battre contre les gros volumes faits par les Chinois ou autres, et le textile, etc. Par contre, on a énormément à apporter dans tout ce qui est petite série, prototypage, réactivité, etc. Je vous donne juste un exemple, parce que peut-être que j'aille vite, mais aujourd'hui, par exemple, sur une paire de bâtons, finalement, on va produire 10 000 et 10 000. On va produire, on va dire 10 000 rouges en Chine. Je caricature parce qu'ils sont pas produits en Chine les autres, mais en tout cas tout ce qu'on peut faire en Chine, on le fait en Chine. On en fait 5 000. Et puis les autres, on va les faire en France. Et en les faisant en France, grâce aux nouvelles technologies, à la robotique, on va pouvoir faire juste ce qu'il nous faut au moment où il nous faut et rapidement. Et du coup, on a du Made in France, mais qui devient plus idéologique, parce qu'on a été un peu trop idéologique sur le sujet à un moment, mais qui devient juste efficace, efficient. Et en plus, ça permet aussi de faire évoluer nos compagnons, parce que c'est sympa de monter des bâtons toute la journée, mais demain, ces gens-là, ils deviennent, entre guillemets, managers de robots ou de cobots. Ils font faire aux cobots des choses, pendant ce temps-là, ils font autre chose, etc. Et il y a une révolution là-dedans qui est en train de se passer. Il y a eu il y a eu des révolutions dans l'industrie, mais en ce moment, je peux vous dire que les nouvelles technologies et toute cette intelligence artificielle amènent une vraie révolution. Je pense qu'on était en retard en France sur beaucoup de sujets en robotisation, automatisation, et qu'aujourd'hui on a les moyens de passer un cap et de devenir les meilleurs du monde rapidement. Ouais. Je veux juste faire une toute petite parenthèse sur le dernier moment de ce débat. Je veux qu'on aborde, et on est en train de le faire véritablement, la question de la transition industrielle. Et finalement, il y a une question toute simple qui est posée par l'une des tables, c'est en quoi consiste la transition industrielle et sur quoi peut-elle s'appuyer pour devenir une réalité et finalement se mettre en œuvre. Vous venez d'une certaine manière de commencer à y répondre. Isabelle Guillaume, vous allez certainement réagir à ce qui a été dit. Et puis il y avait une question que je trouvais assez simple et à la fois très très complexe, et finalement est-ce que toutes les formes de métiers sont robotisables, comme vous venez d'aborder la question de la robotique. Je glisse cette question, on pourra peut-être pas y répondre complètement ce soir, mais oui, bon, je lui dis, on arbore tous les deux là, le coq bleu de la French Fab, donc c'est une initiative qui vient de naître en ce moment pour justement valoriser l'industrie française en fait, et toujours avec cette idée, comme le disait Olivier, qu'on est capable en fait, on est vraiment capable de fertiliser, de faire de la fertilisation croisée entre un certain nombre de technologies, en particulier dans le domaine du numérique, et l'industrie. Et effectivement, avec ça permet de relocaliser des emplois, ça permet aux entreprises d'être plus différenciées, plus compétitives. Je voulais partir un peu en Chine pendant quelques minutes aussi. Je voudrais vous citer parce que bon, quand on parle des petits Chinois, etc. Moi, j'ai eu dans ma carrière, avant d'arriver à Mialogic, à manager des équipes internationales, dont des Chinois et des Indiens, qui n'étaient pas des productifs en l'occurrence. Mais bon, et quand vous êtes dans ces pays-là, en fait, à coût d'augmentation entre 10 et 15% par an, faites le calcul. Au bout d'un certain temps, en tout cas, si vous prenez la Chine, tout l'est de la Chine, toute la partie Shanghai, Pékin, est aujourd'hui, en fait, la Chine arrive à un niveau de vie, et c'est bien pour tout le monde, un niveau de vie qui commence à ressembler au nôtre, avec les mêmes genres d'aspirations, de loisirs, de temps, etc. Et donc, les écarts en fait de prix, les écarts de coût du travail qui ont beaucoup joué sur l'externalisation, il y a quand même un certain nombre de régions du monde où ça se réduit. Alors, il reste encore, malheureusement, de nombreuses régions du monde où il y a des gens qui sont encore à des niveaux de vie très inférieurs, certes, mais c'est beaucoup moins vrai en Chine, c'est beaucoup moins vrai en Inde. Et si d'un côté, il y a ce phénomène qui se joue dans les territoires qui nous sont loin, et c'est bien pour le développement de ces zones-là, et si de l'autre côté, nous, on est capable effectivement, en bénéficiant localement d'écosystèmes qui savent se parler et cross-fertiliser et faire des ponts entre justement de la technologie et des applications industrielles, je pense qu'on est capable de faire de très belles choses en fait. Et ça, sur Grenoble, on peut. J'ai pas trop le temps, mais tu parlais d'Arémont tout à l'heure. On a fait en début d'année au niveau du pôle Arémont veut faire de son usine de Saint-Égrève. Enfin, c'est ce que veut faire Frédéric Perrault, le président d'Arémont France, l'usine la plus extraordinaire en termes la plus productive, on va dire, avec les meilleurs résultats de France, voire du monde. Et Arémont
ça rebondit sur les ETI qui ont des centres de décision locaux, a décidé de le faire en faisant appel de manière volontariste à l'écosystème local. Donc voilà, on a organisé, nous, Minalogique, un certain nombre de choses entre Arémont et le tissu, des PME, des startups innovantes, dont l'objectif était, il y avait de la visite d'usine, etc., pour bien comprendre l'environnement, d'aider Arémont à faire évoluer son usine pour aller justement vers cette logique d'usine la plus performante possible. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire en termes de transition sur ce sujet. Voilà. Oui, jusqu'à présent, on parlait de révolution industrielle. Beaucoup estiment, les géographes, les historiens, qu'on a vécu entre 3 et 4 révolutions industrielles. Aujourd'hui, on parle de transition, c'est un terme plus soft, mais quand même, l'industrie a été confrontée à des évolutions extrêmement marquantes. Elle a dû s'adapter et intégrer de nouvelles données finalement. Cette industrie très classique, très traditionnelle, a dû franchir un cap, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question d'innovation, de la numérisation évidemment, mais il y a, on l'a vu à travers ce débat, beaucoup d'autres enjeux aussi qui marquent cette transition, c'est que l'entreprise, qu'elle soit industrielle ou qu'elle intervienne dans d'autres champs, elle est confrontée à de multiples défis qui sont évidemment tout ce qui relève de la responsabilité sociétale. L'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas déconnectée de la vie des gens. Elle doit se préoccuper de fournir du travail et de permettre justement à beaucoup d'entre nous de pouvoir bénéficier de cet ascenseur social dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'emploi et un emploi durable, des conditions de travail aussi acceptables. C'est aussi tout ce qui relève aussi de l'ouverture à la diversité, au travail des personnes en situation de handicap. Bref, c'est un secteur qui est ouvert sur les problématiques d'aujourd'hui. Et cette transition-là, elle est constituée aussi de ces questions, parce que les chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont plus déconnectés, ne vivent pas dans l'entre-soi, j'imagine, en tout cas, ils sont dans la vraie vie. Donc ils sont sensibles à ces questions-là. Et elles sont sensibles à ces questions-là, parce qu'il y a aussi des femmes chefs d'entreprise. Donc la transition, elle inclut bien sûr les questions d'innovation, elle inclut la question de la numérisation, ces questions aussi sociétales. Elle inclut également le fait que il faut aller chercher des modes de financement qui soient les plus digestes possibles, parce que on parle aussi aujourd'hui on a parlé beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grands groupes et qui doivent déployer une énergie importante pour aller chercher des financements pour les projets. Moi, ce qui me marque dans les débats qu'on a ce soir et plus généralement dans les questions qu'on est amené à évoquer avec l'ensemble des partenaires et des chefs d'entreprise, c'est qu'en fait on ne travaille plus chacun dans son propre milieu. On travaille avec d'autres et on travaille en collaboration avec d'autres. On n'est plus enfermé dans son monde, mais on travaille bien avec d'autres, parce que l'entreprise, elle a besoin d'aménagement du territoire, comme on le disait précédemment il y a quelques temps de cela. Elle a besoin d'un aménagement du territoire qui soit compatible avec son activité, et les pouvoirs publics ont intérêt aussi à travailler en bonne intelligence avec le monde de l'entreprise, avec les autres territoires, vous avez raison, pour permettre justement une attractivité économique suffisante et pour permettre justement cette dynamique économique. Il y a aussi un enjeu que vous avez évoqué, Isabelle, à l'instant, c'est que cette transition, elle se caractérise aussi par la nécessité de la performance, de la qualité. Et c'est ce qui fait peut-être notre différence. C'est-à-dire que, vous l'avez évoqué aussi, les entreprises, petites et moyennes, ou les grands groupes, sont de plus en plus attachés à produire de la qualité et de la performance aussi. Parce que c'est notre ADN d'une certaine manière dans cet écosystème-là. On va plutôt à travailler sur. Lorsque j'ai rencontré quelques entreprises ce matin au salon
mais du MEPEM, c'est du CPM décidément. Je ne vois pas pourquoi j'inverse les lettres comme ça, du CPM. Elles insistaient toutes sur cette question du travail sur mesure qu'elles étaient à même à faire en direction des grands groupes souvent qui leur commandaient un certain nombre de pièces qu'elles devaient élaborer, réaliser de façon extrêmement précise et à la demande, du sur-mesure, et dans un souci de qualité, toujours. Donc ça, c'est peut-être aussi une caractéristique de cette transition que nous vivons depuis quelques temps. Bien, je trouve que... Non, mais juste un point pour rebondir sur... On parlait de la Chine, je crois que il faut aussi qu'on apprenne à partager. L'économie française, elle est performante. On fait moins de 1% de la population mondiale et on produit 3,3% du PIB mondial. Donc on a pris comme norme le fait que les pays de l'OCDE devaient produire la majorité de la production industrielle ou manufacturière dans le monde. Mais historiquement, ça s'est pas passé comme ça. En 1800, les produits de l'OCDE, les pays de l'OCDE font 30% de la production manufacturière mondiale. Après 2 révolutions industrielles, on est monté à 87, mais aujourd'hui, on rejoint ce qui est finalement notre poids de population. Et c'est pas forcément un mal. Alors, je trouvais que les propos de Marie-Josée Stala résonnaient presque comme une conclusion à ce débat, à une prise de hauteur. Il commence à être temps de conclure, si vous en convenez. Il y a quelques questions très précises auxquelles je n'ai pas réussi à inscrire dans le débat, mais il y aura d'autres occasions. Peut-être, oui. Alors, de manière particulière, je vous en prie, avant le temps de conclusion. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'on arrive au bout du débat et merci encore à chacun d'entre vous pour les réponses apportées. Moi, il y a un point qui me semble-t-il mérite peut-être un peu plus loin d'être évoqué, sans quoi on se quitterait avec une impression de pas terminé, de pas fini. Jérôme Dutroncy, je suis vice-président environnement, air climat de la métropole. Et donc, dans l'ensemble de ce que vous avez dit, il y a un point que j'ai noté, en tout cas, qui me semble manquer, lié effectivement à la question environnementale. Vous évoquez l'industrie qui a un impact sur l'environnement. Je pense aussi qu'on peut retourner la question en disant que l'industrie, elle ne serait pas là si nous n'avions pas cet environnement-là. Pour rappel, les plateformes chimiques, si elles sont implantées ici, c'est parce qu'il y a eu l'hydroélectricité en amont. Ferropem, on parlait de l'Ivegavet, ne serait pas implanté là où il est s'il n'avait pas là aussi ses ressources. ST Microelectronics ne serait pas implanté là où il est si nous n'avions pas une quantité et une qualité d'eau sur le territoire et donc des ressources qui puissent effectivement nous permettre d'affecter et dédier effectivement ces ressources à ces activités qui sont absolument nécessaires, et je ne remets pas en cause l'ensemble de ce que vous avez dit. Par contre, il me semble aujourd'hui que dans le rôle que peut avoir demain l'industrie vis-à-vis effectivement de ces questions environnementales, on n'a pas entendu de votre part les questions de sobriété énergétique, même si il y a la transition énergétique a été évoquée, mais on n'a pas évoqué le fait que 40% de l'énergie consommée sur le territoire vient de l'industrie et comment demain on y répond. On y répond aussi en s'organisant. Voilà. La réduction des déchets, même si vous avez évoqué d'une manière un petit peu sous-jacente la question de l'économie circulaire, comment demain on organise ça, la question des déplacements aussi, vous avez évoqué la question de la connectivité entre l'habitat et les lieux de travail, mais soyons bien conscients qu'à l'époque de Zola, les ouvriers travaillaient habitaient leur usine. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et justement, c'est bien pour ça qu'on a besoin d'organiser aussi les choses, les plans de déplacement d'entreprise ou inter-entreprise. Qu'est-ce que demain, voilà, comment vous voyez ça? Pour moi, c'est les enjeux de la transition, ils se trouvent là, et j'ai effectivement peut-être pas eu complètement les réponses ce soir là-dessus. Non, alors, je pense qu'il y a deux choses. Peut-être juste avant de répondre, je trouve qu'on pourrait peut-être conclure le débat sur en partie cette question, et puis peut-être à chaque fois un point ou deux qui vous a particulièrement auquel vous avez été particulièrement sensible, ou une question qui a particulièrement marqué votre esprit ce soir.
Je vais répondre à la question. Je vous en prie, allez-y. Passer les autres, parce que les deux à la fois, c'est compliqué. Je pense qu'il y a deux choses dans la consommation d'énergie. Il y a des industries qui ont besoin de l'énergie intrinsèquement. Je reprends le cas de la chimie. La chimie, elle casse du sel. On a beau faire pour casser du sel pour aller faire de la mousse derrière, il faut de l'énergie. Cette énergie, à un moment, on peut se dire est-ce qu'on la garde chez nous, produite par de l'énergie propre à côté, ou est-ce qu'on la fait faire par des petits Chinois à l'autre bout du monde en se cachant les yeux. Ferropem, c'est pareil, il fabrique du silicium. Pour fabriquer du silicium, il faut de l'énergie. D'accord. Ferropem consomme quasiment autant que la ville de Grenoble, mais je dirais il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, soit on se dit on n'a pas de silicium sur Terre, soit on fait ce silicium, et pour faire ce silicium, il faut de l'énergie. Après, ensuite, il y a un problème là beaucoup plus philosophique, c'est que l'énergie, il y en a sur Terre. D'accord. 1 heure de soleil sur la Terre, ça donne assez d'énergie pour 1 an de consommation de l'humanité. D'accord. Derrière, le problème, c'est plutôt un problème de gaspillage, de localisation des consommations, et l'autre problème qui a rien à voir, même si c'est complètement lié, c'est les émissions carboniques, qui est encore un autre problème, et la pollution locale, qui est un troisième problème. Mais à un moment, voilà, on a besoin d'énergie. Il faut être les plus efficaces possible, c'est clair, mais je peux vous garantir qu'un industriel qui consomme autant que Ferropem, ils ont tout intérêt à consommer un minimum. Ensuite, il y a un deuxième choix qui est comment on fait pour que cette énergie soit décarbonée. Et ça, c'est complexe aujourd'hui parce que on n'a pas les solutions. Il faut y aller le plus rapidement possible en taxant le carbone certainement, en trouvant d'autres solutions, etc. Et puis, il y a un problème qui est beaucoup plus métropolitain, c'est localement, comment on fait pour éviter de se polluer. Alors la voiture électrique, c'est très bien, localement, mais ça répond pas à la question de la pollution de la planète, parce que l'électricité, il faut la produire quelque part. Il faut la trouver à côté, cette solution. Donc voilà, moi, ce que je peux vous garantir, en tout cas, c'est que, l'énergie coûte très cher, donc les industriels ont naturellement et évidemment besoin de réduire au maximum leur consommation. La consommation de carbone, il faut aller plus loin, je pense, mais aujourd'hui, il y a des taxes dessus, il y a des volontés de réduire, etc. Et clairement, on est assez peu soumis à ce problème dans la région grenobloise, parce qu'il y a, comme ça, de tête, je connais pas d'industrie consommatrice de carbone, qui, contrairement à la vallée du Rhône, et qui est beaucoup plus axée sur le pétrole, etc. Après, ça dépend d'où vient l'électricité. Et puis, la problème de la pollution locale, je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie pollue localement en particules, avec beaucoup de travail en ce moment pour réduire tout ça. Le transport pollue aujourd'hui, mais je répète, dans 10 ou 15 ans, ça sera, je pense, plus un problème. En tout cas en local, je parle. Et j'en suis persuadé. Et ensuite, il y a tout ce qui est chauffage urbain ou autre, bois ou autre, qu'il faut régler. Mais voilà, moi je pense que je peux vous garantir quelque chose, c'est que les industriels et tous ceux que je connais ici sont extrêmement sensibles à la pollution, à la consommation énergétique, que ce soit pour des raisons économiques et des raisons, on va dire, de respect de l'environnement et de notre environnement. Après, on peut toujours faire mieux. Alors bon, dans la logique de conclusion, juste sur cet aspect énergétique, moi je dis, Olivier, tu dis que les industriels, je vais juste intervenir sur l'aspect consommation énergétique, parce que c'est là où on a un peu des choses à dire, parce que dans l'écosystème, il y a beaucoup d'entreprises qui savent proposer des solutions justement sur l'optimisation de la consommation. Je rappelle que si on sait un peu instrumenter un bâtiment ou un site industriel, on peut assez facilement, les standards, c'est qu'on arrive assez facilement à gagner 30% de consommation. C'est voilà. Et je crois en fait qu'il y a encore beaucoup d'industriels qui n'ont pas ce genre de système. Donc je pense qu'il y a encore à mon avis je pense qu'il y a sous le pied, et là encore une fois, dans une logique d'écosystème, on n'est même pas forcément obligé d'aller chercher très loin des entreprises qui sont capables de faire des solutions, dont charge à nous peut-être de le faire savoir, toujours dans cette transition. Enfin, et puis, je réponds à la question qu'est-ce qui m'a frappé. En fait, je crois que j'aimerais pas être à ta place, à vrai dire. c'est que c'est compliqué. En fait, le plan, en fait, on voit bien que la difficulté, c'est de faire une espèce, c'est ce qui me frappe là de nos débats ce soir. Il faut réussir à équilibrer entre la question effectivement de l'habitat, de l'industrie, de la transition. Bon, voilà, ça c'est ok, ça c'est une chose, mais du coup des questions de circulation, de fluidité, et du coup et tout ça dans un contexte qui est un contexte effectivement assez contraint. Je pense que c'est des questions qui restent
voilà, complexe. Après, chacun peut amener un peu sa brique, faire avancer les choses, mais avoir une vision globale d'un schéma, et je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué, parce que tout est lié. Voilà. Didier Locatelli sur ce petit mot. Moi, sur la partie environnementale, j'ai pas de qualité pour vous amener. Il y a juste un point, vous avez évoqué la mobilité. C'est vrai que c'est un des enjeux, c'est un enjeu majeur. Là, je pense qu'il faut être vigilant à ce qu'est la capacité de régulation de la puissance publique par rapport à ça. Pendant très longtemps, on s'est dit finalement en aménagement, là, si on met un emploi là où il y a un actif, on a tout résolu. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que même les endroits qui ont 2 fois plus d'emplois que d'actifs, le pourcentage de gens qui sortent pour aller travailler est le même. Et c'est notamment lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de plus en plus de couples de biactifs et de plus en plus de mobilité professionnelle. Donc c'est d'une complexité qui est effectivement, il faut rechercher de la mixité, mais c'est d'une vraie complexité, quoi. Je crois qu'il y a on mesure pas assez à quel point l'évolution des modes de vie change le fonctionnement des territoires. Et ça, je crois que c'est un point, et y compris sur l'économie, quand on voit, on sait aujourd'hui, par exemple, que l'économie territoriale n'a pas grand-chose à voir avec la macroéconomie. Que pour l'économie territoriale, c'est plus capter de la richesse capter des revenus que produire de la richesse. On a des territoires qui produisent rien et qui se portent très bien. Donc, vous voyez, on peut pas mettre d'un côté l'économie, de l'autre côté l'habitat, de l'autre côté la socio, et voilà. On est dans des systèmes de vie. Et il faut arriver effectivement à les équilibrer, quoi. Peut-être Marie-Jo Sala pour ce oui, mot conclusif. Moi, je remercie l'ensemble des participants et des participantes et des intervenantes et intervenants parce qu'on a évoqué des sujets essentiels que nous tentons d'aborder dans le cadre du débat sur le PLUI. Et en insistant justement sur la connexion de l'ensemble de ces questions-là. On ne peut pas aborder la question de l'économie, de la transition industrielle sans aborder d'autres questions de politique publique que nous portons. Tout est connecté, tout doit être connecté parce qu'il faut trouver une cohérence et une logique à tout ça. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, nous avons tous collectivement une responsabilité à proposer un projet de vie métropolitain qui répondent aux aspirations des hommes et des femmes qui y vivent, des acteurs associatifs, des acteurs entrepreneuriaux. On est dans cette recherche-là. Alors évidemment, le monde ne sera pas parfait, il n'est pas parfait, mais il y a à mettre en mouvement une intelligence collective. Il faut qu'on se parle, il faut que les différents mondes se parlent, se connectent et travaille sur ce projet métropolitain-là. Nous y sommes extrêmement attachés et à travers vos questions, l'espace de 2 heures de temps, et à travers les réponses qui ont été apportées, même si ça n'englobe et ça n'a pas eu vocation à parler de l'ensemble des sujets, mais néanmoins on a abordé un bon nombre de sujets qui sont essentiels dans ce projet métropolitain. Et du coup, je pense que ça va aussi nous aider à replacer, je l'espère, c'est l'objectif aussi de ce type de réunion, à replacer les éléments, les composantes de ce plan local de l'urbanisme intercommunal dans un schéma de vie, dans un projet de vie qui soit encore une fois acceptable et agréable. On veut travailler aussi sur la qualité de vie de ce territoire. Donc, moi, je me réjouis de ce débat, de ces échanges, parce qu'il recouvre pleinement les débats et les échanges que l'on peut avoir aussi au sein de la métropole, tout en apportant évidemment un certain nombre d'éléments d'éclairage dont nous avons besoin, évidemment. Bien, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir participé à ce débat, pour la qualité des échanges et la pertinence de vos réponses autour de ces sujets effectivement multiples. Et puis un merci particulier à vous tous pour avoir réussi à inscrire finalement ces grandes questions et ces grandes réponses dans le cadre qu'on avait un peu fixé, qui était le cadre de ces débats du PLUI. Et c'est pas forcément si évident de faire la liaison entre le développement industriel et économique d'un territoire et son aménagement actuel ou à venir. Et en ça, on vous en remercie puisque ça s'inscrit dans le cadre de la démarche participative à laquelle vous venez de participer. Merci à tous et puis on vous propose un petit pot convivial à vous qui avez beaucoup parlé, à vous qui avez beaucoup écouté. Merci beaucoup, bonne soirée messieurs, dames.